Depuis l'aube des temps, le corps s'offre, se loue, se vend pour sa force de travail, pour ses prouesses, pour ses organes, pour un enfant. La première gestation pour autrui, si on y croit, n'est pas celle de Marie, mais bien celle d'Agar, l'esclave, étendue sur le ventre de Sarah pour offrir un enfant à Abraham. Le trafic d'organes, les tests médicamenteux. Le trafic d'organes, les tests médicamenteux, l'esclavage et le trafic sexuel sont encore d'actualité. On vend, on loue, on tue pour un corps. La procréation assistée ne fait plus trop débat, mais la gestation pour autrui soulève les passions, tandis que les travailleurs du sexe luttent pour un statut social. Quand la SF, elle, a théorisé une prostitution heureuse et des gestations différentes, entre autres l'utérus artificiel, comment réfléchir à ces problématiques dans notre société actuelle? Pour cela sont réunis Thierry Harvet, gynécologue obstétricien, chef de service en maternité, qui préside le Solipam, association et réseau prenant en charge les femmes enceintes en situation de grande précarité. Il est particulièrement engagé dans la défense des femmes. Mel Andoris, enseignante de sciences de la vie et de la terre dans le secondaire, qui accompagne régulièrement ses élèves dans des situations pas toujours très faciles. Et depuis 2011, elle a publié une dizaine de bandes dessinées et 5 romans appartenant au genre de l'imaginaire. Enfin, John Scalzi a notamment publié Red Shirts, prix Hugo et Locus en 2013, ou encore la série Le vieil homme et la guerre. Il est également critique pour le Los Angeles Times et a un blog assez extraordinaire. Dans ses romans, particulièrement Le vieil homme et la guerre, des personnes âgées offrent leur esprit et leur expérience pour le combat dans des guerres intergalactiques. Dans son dernier roman, paru en français, Prise de tête, chez La Talente, ce sont des androïdes dirigés par leurs propriétaires qui s'adonnent à des jeux de balles particulièrement dangereux. Thierry Harvet nous a demandé de commencer par définir les termes offrir, vendre, prêter. Mélanie, tu veux nous parler de offrir son corps? Offrir son corps, ça peut avoir de nombreux sens. On pense, enfin moi en tout cas, spontanément, je vais penser à l'amour finalement et à la relation consentie de deux adultes responsables qui vont finalement offrir leur corps dans un échange voulu. On peut également penser, alors ça c'est mon premier réflexe, on peut également passer du côté de la prof de bio ou offrir son corps à la science. C'est un choix que font certaines personnes pour faire avancer la recherche. C'est quelque chose c'est un acte volontaire, c'est un acte spontané, on va dire. Il y a peu de gains, de profit, c'est vraiment un don au premier sens du terme. Et on peut également offrir son corps de façon fragmentée, offrir un bout d'organe, offrir du sang, offrir de la moelle osseuse, afin de venir en aide, pareil, médicalement à des personnes qui en auraient besoin. Voilà tout ce que m'évoque le fait d'offrir son corps. Dans la plupart des cas, je trouve que dans tous les cas, je trouve que c'est un geste d'empathie d'un individu de l'espèce en faveur du reste de l'espèce qui, moi, en tout cas, me porte. John, pourriez-vous définir le fait de vendre son corps? Well, I think it's really interesting because there are the obvious ways you can think of talking about selling your body. You can sell your body through sex work. You can sell your body through the idea of organs or just your entire body to science or something like that. But I do think one of the things is let's think about it on another level entirely. Who we are and what we are our bodies. What we have to offer for labor, for work, for community, for all of those sorts of things is
our body. So in many ways, when we talk about what we were offering our body, we are talking about the entirety of work. You know, when you go into your job and you do the 9 to 5, that is offering your body. You have to be, most places you actually have to show up so that your boss can see that you're actually doing work. They want to see your body there, even if you could do it equally well remotely. If you are playing a game, you have to show up to play the sport. If you are basically every part of what you do on a daily basis, even if you are only showing up in your mind, you're sending off your work, your mind is part of your body. In a very real sense, anytime we talk about work, anytime we talk about what it is that we offer other people, we are talking about offering our bodies to one extent or another. So I tend to think of it very expansively. I know that it's easy to only think about very specific things about offering one's body when we talk about it, but I think we need to think larger, and we need to think about the repercussions of every piece of work it is that we do. Et Thierry Hervé, pourriez-vous nous parler du fait de prêter son corps? Alors prêter veut dire donner, mais sans contrepartie. Et c'est surtout, c'est pas un don unilatéral, c'est si je prête, je récupère après. Et donc là, je pense qu'on va toucher à la gestation pour autrui, qui est vraiment qui est un peu au cœur de je prête mon corps, en tout cas dans la partie de métier qui est la mienne. Avec, il y a plusieurs gestations pour autrui qu'on peut voir. Il y a celle qui a lieu régulièrement en Angleterre, qu'on dit gestation pour autrui compassionnelle, une femme qui a déjà porté des enfants et qui finalement n'a plus envie d'en ramener pour soi à la maison, décide et accepte pour un autre couple de porter un enfant, un petit peu comme un transporteur qui va amener l'enfant du point A au point B et le remettre à adoption. Voilà, et ce de façon non monétaire, sinon, parce que sinon on n'est pas dans le prêt. Après, on est dans la location où on est dans la vente. Donc c'est le moment où je vois le prêt de son corps. Et puis, on prête son corps un petit peu comme ce que vient de dire John. Quand je prête mon corps quand je vais au boulot, c'est-à-dire je le récupère après. Je ne le donne pas à mon institution. Quand je vais sur un terrain de sport, je vais prêter mon corps au jeu, mais je repars du terrain de sport avec. Mais nous n'avons parlé que d'un aspect de la transaction, celui du propriétaire du corps. Parlons maintenant de l'acheteur. La problématique est forcément différente. Acheter le corps de l'autre, n'est-ce pas le réduire à une marchandise, lui retirer toute humanité? Mélanie? Alors, c'est rigolo parce que hier j'ai eu une table ronde où on s'est évertué à définir l'humanité. Donc retirer l'humanité d'un corps. Là, on va encore avoir sans doute une dichotomie à formuler entre le corps vivant et le corps mort. Parce que notre façon de les considérer en fait va beaucoup changer en fonction de ça. Mais ça pose quand même polémique. C'est-à-dire que quand on fait le don d'un corps à la science, par exemple après la mort, ou quand on fait le don de ses organes après la mort, c'est globalement acquis, compris, vu comme un geste effectivement de compassion, d'empathie avec le reste de son espèce, d'appartenance au grand tout de l'espèce humaine. Et pourtant, je me souviens d'une polémique relativement récente où des corps qui avaient été donnés ont été utilisés à but artistique, puisqu'il y avait eu une exposition avec, comment dire, ils avaient figé... Destination. Oui, c'est ça. Des corps pour faire une exposition. Et là, ça avait bizarre... Enfin, je dis bizarrement parce que ça interroge en fait notre sensibilité par rapport à ça. Et c'est notre jugement à nous sur est-ce qu'on a le droit ou pas de donner son corps dans tel et tel but. Mais en fait, la seule personne qui a le droit de décider si elle donne ou non de son corps, c'est la personne qui effectue le don. Donc effectivement, par rapport à l'acheteur, par rapport à la demande, les buts, les motivations de la personne sont les siens, mais
si ses buts ou ses motivations ne nous semblent pas pertinents, en fait, on ne va pas lui donner notre corps. Donc, je pense que pour l'instant, et j'espère pour longtemps, et dans la majorité des cas, la décision revient à la personne qui donne. Là où on va avoir un problème, c'est quand la décision est à la personne qui prend. Un autre aspect, c'est le genre de ce corps. Qui vend ou loue son corps, sinon les femmes? N'est-ce pas une nouvelle manière de réduire les femmes à des objets sexuels, objets procréatifs? N'est-ce pas une fois de plus réduire les femmes à un vagin ou un utérus? Thierry Harvey? Ça, c'est uniquement dans le cas de la gestation pour autrui, mais le corps masculin peut être aussi loué en termes de prostitution, voilà, donc je veux bien qu'on unilatéralise les choses exclusivement sur le plan féminin. Il y a quelque chose que nous, en tant qu'être masculin, je répète masculin, pour lequel nous n'avons pas, pour lequel nous ne comprenons pas. Il y a quelques années, je vais raconter une toute petite histoire rapidement parce que le temps est compté. Je suis amené à faire ce qui s'appelle une hystérectomie d'hémostase, c'est-à-dire pour empêcher que la dame meure. Je lui enlève son utérus, c'est la seule solution pour qu'elle ne me meure pas dans les doigts. Le lendemain matin, on est lundi après-midi, le lendemain matin, je lui dis « Madame, vous aurez des enfants ». Pourquoi? Effectivement, j'ai des ascendances britanniques et en Angleterre, la gestation pour autrui est extrêmement cadrée. Okay, on n'est pas dans quelque chose qui est monétaire. Ça l'est devenu dans d'autres pays. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis, elle a fait 2 enfants. Donc, effectivement, le problème de la procréation et celui surtout de la reproduction fait lorsque un couple fait d'un homme et d'une femme, on va revenir au sens fondamental et on va retirer d'autres choses à côté, à une impossibilité physique. Souvenez-vous des débuts de l'aide médicale à la procréation. Lorsqu'une femme qui juste n'avait pas de trompe ou avait des trompes qui étaient abîmées, on a fait les premiers essais d'aide médicale à la procréation, on s'est fait tomber dessus, mais tomber dessus à bras raccourcis. Depuis, banal n'est pas le mot, mais depuis, fréquent c'est devenu. Et donc d'autres pays sont allés un petit peu plus loin en disant, lorsqu'une femme a une impossibilité physique de porter un enfant, elle naît sans utérus, syndrome de Rokitansky, on lui retire lorsqu'elle est jeune, car elle a un sarcome, qui est une forme de cancer dont on guérit très bien à partir du moment où on est opéré, l'hystérectomie d'hémostase dont je vous ai parlé, ou une femme qui a un utérus mais qui est parfaitement impropre à toute nidation. Et dans ces cas-là, d'autres femmes, dans quelque chose que je trouverais une espèce de rite transcendantal interféminin pour lequel nous les bons hommes, nous les machins XY, on ne comprend pas tout et je n'ai pas le droit de juger. Lorsqu'une femme me dit « je suis totalement opposé à la GPA », je lui dis « ok, très bien, ta sœur ne peut pas porter l'enfant ». « Ah oui, non, mais pour ma sœur, c'est différent. Je porte pour ma sœur. » Fin de l'histoire, elle est totalement pour une GPA. Donc voilà un petit peu on est dans la reproduction et effectivement, jusqu'à preuve du contraire, peut-être on va avoir arrivé les greffes d'utérus. L'utérus artificiel, on est dans l'utopie la plus totale, même s'il y a 3 moutons qu'on a élevés dans des sacs plastiques. Seules les femmes peuvent donner la vie. Et quelque chose qui est très important et que je voulais souligner dès le début, seules les femmes meurent pour donner la vie. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai vu aucun homme mourir pour donner la vie. Et le fait que tout d'un coup un couple d'hommes souhaite, et là c'est une marchandisation complète du corps d'une femme, pour avoir un enfant, recourir à une mère porteuse, là on est dans la marchandisation totale. Et il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Pourquoi il y a une différence? Où est la différence? Si justement il trouve une mère porteuse qui est prête de manière compassionnelle, de manière empathique, à porter un enfant pour eux. S'il la trouve, tant mieux. Mais pour le moment, on est dans la marchandisation totale. S'il la trouve, tant mieux. Pour avoir vécu un exemple proche de moi, lorsque, effectivement, une de mes amies a porté un enfant pour un couple de ses copains qui était aussi comédien, la grossesse a mal tourné, on a fait une interruption médicale de grossesse. Est-ce qu'un des 2 membres du couple est venu lui tenir la main? Non. Elle s'est retrouvée seule au monde. Donc, là, je crois que c'est une question de personne. Mais complètement. Complètement. Mais pour le moment, je trouve que si on veut faire avancer les choses, commençons par avancer dans la suite des troubles de la reproduction, qui est une reproduction sexuelle jusqu'à preuve du contraire,
Et après, si on arrive à faire entrer cette GPA dans le schéma de la société, probablement, avec le temps, on arrivera à faire entrer l'autre après. Mais, je crois que... vous avez dit qu'aucun homme ne porte un enfant. Oui. Pourtant, il existe des hommes transgenres mais ça, qui portent des enfants et qui les accouchent. Non, mais là, on n'est pas pareil du tout. Mais ce sont des hommes. L'homme transgenre était initialement une femme qui a son utérus. On ne peut pas porter d'enfant en dehors d'un utérus, jusqu'à preuve du contraire. Un utérus, d'accord, mais on parlait d'un homme ou d'une femme. C'est pas la même chose. Après, oui, mais on est dans un changement qui, effectivement, il y a un changement physique, il y a des interventions chirurgicales, il y a une ablation des seins, on donne des hormones masculines. Effectivement, dans ces cas-là, on change de sexe civil, mais tant que l'utérus est toujours là, de genre civil, mais tant que l'utérus est toujours là, il y a la possibilité de porter. La greffe d'un utérus chez un homme, j'attends de voir. L'identité de genre n'est pas déterminée par les organes sexuels. Oui, mais pour porter un enfant, il faut un utérus. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. Non, mais il faut un utérus. Sans utérus, l'utérus artificiel, le jour où il arrive, on aura fait un progrès, mais c'est du domaine de la fiction. D'accord, mais donc du coup, on a nécessité d'un utérus, effectivement, d'un utérus. Mais voilà. Techniquement, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. D'accord. Okay, can we move on to the next question? Yes, of course. Et quand on loue sa santé pour des essais sur des médicaments, par exemple, alors que ces essais se pratiquent encore dans certaines prisons états-uniennes depuis qu'on ne peut plus les faire sur des soldats, gagner sa vie en mettant sa santé en danger quand on était étudiant ou SDF, n'est-ce pas se considérer soi-même comme une denrée à vendre? Encore moins? Non. Oh, well, I mean, I think that again, when you look at the issues of work, you definitely are thinking about what can be sold and can people be sold. One of the great, I think, definers of whether you are selling your body or whether it is being taken or whether you are lending it is the issue of compensation. The issue of what it is that you get in return for your labor. Now, this will go, all the way back to Marx and Engels if you want to talk about it that sort of way. But really, ultimately, what it says is the person who is buying your labor, the person who is buying your body or renting your body or doing any of that sort of thing, what are they giving you in return? If you are getting nothing, but they are getting the full extent of your labor, then the question is that slavery? And certainly in the United States, where you're talking about prison work, where the compensation for that work is a dime an hour or something like that, that is so close to essentially slavery that the line is very, very thin. On the other hand, if you have something where you go to work and you are compensated with enough money in your one job to live comfortably, and you have, in the United States, although not as much here, health care, and you have your 401k, which is an investment thing for your retirement, and you have all of those things, then it becomes a much more equitable thing, and where it is not just a lopsided issue. And this, again, comes over and over again to the sanctity of your ability to make an agreement with someone else that I will give you my body, I will give you my time, I will give you my effort, but in compensation for that, you give me a living, you give me safety, you give me security. So yeah, I mean, time and time again, the buyer will find ways to minimize as much as possible the amount of security and the amount of compensation that they can give, and it's up to the people individually or collectively in unions and everything else like that to say, no, we need a baseline of security and interest. And again, these fights are fought over and over and over again. It is a never-ending struggle to define where that line is that
equitable compensation for one's work and one's body is achieved. Mais Mélanie, tu as tu fais partie de protocoles de tests médicamenteux quand tu étais étudiante. Est-ce que tu pourrais en parler? Donc effectivement, dans un moment de grand besoin, j'ai loué mon corps, exactement, moyennant finance, pour 2 semaines de tests médicamenteux. Et je trouve qu'il y a, déjà, personnellement, je trouve qu'il y a une grande inégalité au départ quand on accepte de louer son corps. C'est-à-dire que, ayant fait des études de biologie, je savais exactement à quoi je m'engageais, quelles étaient les spécificités de la molécule, quel risque je courais réellement, qui était très faible, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Je savais exactement ce que je risquais, donc ce qui allait se passer, quels étaient les médicaments qui étaient testés, les molécules qui étaient testées, et combien de temps ça allait passer, quels étaient les tests faits sur moi, etc. Parce que je faisais des études de sciences. La très grande majorité des gens qui étaient avec moi dans le centre de test n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient venus tester. Il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là pour tester des neuroleptiques. Voilà, et donc des molécules qui potentiellement allaient agir sur leur cerveau, des molécules qui normalement sont données à des gens qui souffrent de pathologies d'ordre psychiatrique, par exemple, alors qu'eux-mêmes n'en souffraient pas, et donc ils allaient tester ce genre de médicaments qui sont des médicaments très puissants, qui peuvent avoir des conséquences, puisqu'on est là pour les tester, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément mis sur le marché. On est dans les tests préalables. Ce sont des tests que moi, par exemple, personnellement, c'est très personnel, je n'aurais pas fait. Mais il y a une inégalité de base, c'est-à-dire qu'en lisant le protocole, moi j'étais capable de dire ça je veux bien, ça je ne veux pas. Mais cette capacité que moi j'avais, elle était due à mes études. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où, entre guillemets, les gens qui ont eu accès à un certain niveau de connaissance, à un certain niveau d'études, vont être davantage protégés de ça que les autres. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on prend conscience de ça, les dérives sont possibles, puisqu'on peut faire accepter à des gens des choses que, si ils avaient eu les informations nécessaires pour vraiment comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ils auraient peut-être refusé de faire. Donc, pour moi, ça m'a posé tout un tas de questions de faire ce protocole. Je sais que c'est nécessaire à partir du moment où c'est pas parce que les tests sont efficients sur l'animal, c'est pas parce que les tests sont non dangereux pour l'animal que ça va avoir le même effet chez l'homme. On a eu le cas récemment d'un test sur l'espèce humaine qui s'est pas très bien passé. Donc, ça prouve bien que les molécules peuvent avoir une efficience différente sur l'espèce humaine. Néanmoins, c'est vrai que ça pose tout un tas de questions sur jusqu'à quel degré je suis tenue d'informer les gens qui vont faire le test, je suis tenue de les éduquer pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en conscience. Autre inégalité dans ces tests, dans cette mise en danger de son corps pour de l'argent, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes. On teste les médicaments essentiellement sur des hommes. On a même testé des médicaments destinés aux femmes comme des médicaments contre la douleur des règles sur des hommes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Monsieur Harvey? Alors, quand on teste les médicaments, ce dont vous avez parlé, c'est les études sur volontaires sains. Donc, avant de passer sur les gens qui sont malades. Donc, l'étude sur volontaires sains a pour but de calculer la disparition du produit, c'est-à-dire la demi-vie, etc., et d'essayer de trouver des effets secondaires, en sachant que quand vous allez étudier une molécule sur 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes, vous n'aurez peut-être pas d'effet secondaire, mais peut-être au bout de 2500, vous allez avoir un effet secondaire mortel. C'est ce qui s'est passé avec le Mediator. Mais pour revenir au Mediator, c'est juste parce qu'un certain nombre de mes collègues l'ont juste donné totalement hors indication. Donc ça aussi, on a une part, nous, de responsabilité là-dessus. L'inégalité homme-femme, elle est assez simple. Et on revient de nouveau à ma spécialité qui est l'obstétrique. Lorsque on utilise certains médicaments, alors pour les douleurs de règles, si effectivement c'est des anti-inflammatoires, on les utilise aussi chez les hommes. J'ai fait une ordonnance tout à l'heure pour quelqu'un qui avait un lumbago et qui était parfaitement masculin.
Donc on a juste une trouille, c'est que la personne chez laquelle on utilise soit enceinte. Et on a aussi une trouille en termes de potentiel procréatif. Je vais essayer d'être plus clair. Nous, les bons hommes, quand on est XY, on fait des spermatozoïdes tout neufs qui ont 72 jours de vie. Vous, mesdames, quand vous êtes in utero, vous fabriquez tout votre stock de follicules fins. Au moment où va arriver la puberté, vous allez commencer à mettre en route la machine, laquelle machine va commencer à décliner à 35, 39 ça descend, 42, 43 ça descend un peu plus vite jusqu'à la ménopause. D'où le fait, on pourra en reparler tout à l'heure, de la vitrification et de la conservation ovocytaire si vous voulez. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise plus chez les individus de genre masculin? Je vais essayer de ne pas faire de nouveau de bourde, sinon je vais encore m'en ramasser une. Parce que globalement, on va faire des spermatozoïdes tout neufs dans 72 jours. Si aujourd'hui j'ai la grippe, mes spermatozoïdes ils vont pas être bons dans 72 jours. Ça va pas être le jour de faire un petit. Bon, j'ai passé l'âge à côté de ça. Donc, alors que chez vous, s'il y a une toxicité ovarienne, on peut avoir une toxicité soit permanente, définitive, soit temporaire, pour laquelle on ne sait pas. Donc voilà la réponse pour laquelle, encore une fois, il y a une inégalité. Vous avez des ovaires, nous avons des testicules, on a chacun la moitié de quoi essayer de tenter de faire un petit, mais nous, on a des spermatozoïdes tout neufs, et vous, il ne faut pas vous abîmer votre capital folliculaire. Voilà la réponse simple. Et puis, il faut être sûr que vous ne soyez pas enceinte. Imaginez, bon, la seule date des dernières règles qu'on connaisse, c'est la précédente. Les prochaines, vous ne savez pas quand vous allez les avoir. Enfin, vous avez vaguement une date. Et si pas de peau, ça s'est décalé. Si pas de peau, il y a une grossesse qui a débuté. Et si pas de peau, on utilise un médicament contre-indiqué en cours de l'embryogenèse. On n'est juste pas du tout au bon endroit. Voilà la réponse. Encore un autre aspect, c'est la vente ou le trafic d'organes, ou simplement le besoin d'organes par des personnes malades. On sait combien il est difficile pour un malade d'obtenir un organe de remplacement. Mais on sait aussi que de nombreuses études existent aujourd'hui pour créer ou faire pousser ces organes en laboratoire ou sur des animaux. Y a-t-il égalité entre tous les demandeurs d'organes ou les plus riches ont-ils un avantage? John? Are you saying the way that it actually exists or the way it should be? Both. Okay. Well, obviously, the people who can pay can get to the front of the line very often because not only is it an issue of being able to pay for access, be able to pay for preferential treatment, even in some extreme cases, being able to pay not legally in the United States at least, but still being able to pay for the organs themselves. So yes, the people who have the money always go to the front of the line, and that is a fundamental class inequality that happens certainly in the United States. I imagine other places as well. What should be obviously is when there is a shortage of organs, there should be a completely fair lottery. Now, that's not always going to be the case. There's also going to be the case, for example, with kidneys, where if you have a friend or a family member who is willing to donate the kidney to you specifically, obviously, then that's going to go straight to the head of the line. I just had a friend in Detroit who was given an organ by a kidney by another friend of hers, simply because they knew each other, so she felt comfortable making that switch. What would be a great solution for this, as they say, is either the development of organs in labs where you are not required to wait for somebody to pass it on, or the development of animals where they have the knockout genes, so the anti-inflammatory and the rejection issues don't crop up. There are ethical issues revolving around the animals, but if you eat bacon, you can accept a kidney from a pig. But ultimately,
if we get to that point where we are able to mass produce things like organs, then the issue of selling one's body in a very fundamental way disappears, because the issue is no longer the body, the issue is the production of the organs themselves. And then the question becomes less of the selling the body and more of selling the body parts. Will the body parts, the kidneys, the hearts, the lungs, the livers, will they become commodities in themselves and then be something that, once again, you can buy your way into the head of the line? Avant de repasser à la reproduction, et donc, parce qu'on va pouvoir aussi parler de vente, ou en tout cas d'être payé pour donner ses ovocytes ou son sperme, puisqu'on en parle de plus en plus, je voudrais encore parler d'un autre aspect, c'est la vente de son temps, la vente de son travail dans certaines circonstances, et par exemple ces joueurs chinois ou autres qui jouent à la place de joueurs occidentaux pour leur faire gagner des points. Là, surtout qu'on commence à avoir un certain nombre... On offre son cerveau et sa dextérité. Oui. Et on commence à avoir des études sérieuses qui montrent que voilà, c'est pas non plus une découverte, mais le temps passé sur l'ordinateur, d'être confronté à un écran, le manque de sommeil aussi, parce qu'il y a de la déprivation de sommeil qui est prise en compte dans ce genre de choses. Il y a notamment, je rappelle, ce genre de pratique est notamment mis en place dans certaines prisons chinoises. Donc là, il n'y a pas une question de volonté. Oui. Donc il n'y a pas vraiment une question de volontariat en fait. Le fait de passer du temps comme ça sur l'ordinateur de façon répétée, ça va avoir une incidence au niveau du corps. Et là, du coup, on est dans une location qui est coûteuse pour l'organisme parce qu'on ne le récupère pas dans l'état dans lequel on l'a donné. Puisque l'incidence, elle va avoir lieu au niveau des yeux, elle va avoir lieu aussi au niveau du système nerveux, au niveau du système lymphatique. On va aussi avoir des conséquences du fait de la position assise répétée pendant un certain nombre de temps. Et bien évidemment, ce genre de comportement, et notamment la déprivation de sommeil et l'absence de contact avec l'extérieur, ou en tout cas le contact trop important avec un écran, peut induire, c'est prouvé, c'est documenté, des états dépressifs. Donc du coup, là, on est vraiment dans quelque chose où il va y avoir un coût au niveau du corps. Il y aura forcément un coût au niveau du corps. Donc voilà, la grande question, moi, qui demeure, ça va être presque la même que tout à l'heure, c'est jusqu'à quel point les personnes qui le font pas volontairement, ça se pose pas, mais les personnes qui le font volontairement ont conscience du coût réel sur leur organisme de ce qui est effectué. La question peut se poser aussi, par exemple, pour le don d'ovocytes. En dehors de la marchandisation des ovocytes, du fait qu'on va les vendre, qu'on va être payé pour le don, il y a quand même des démarches médicales à faire pour produire ces ovocytes et les extraire. Tout à fait. Donc il y a une différence entre ce qui se fait en France et ce qui se fait dans les autres pays. En France, on est toujours sous le don est anonyme et gratuit. Je ne vous l'apprendrai pas, il y a une différence entre recueillir le sperme, qui peut se faire en quelques minutes ou un peu plus longtemps à la force du poignet, alors que, mesdames, vos ovaires sont cachés à l'intérieur de votre ventre et l'accès est difficile. La ponction d'ovocytes est quelque chose qui peut être dangereux. Il y a des petits vaisseaux autour qui, tout d'un coup, si vous mettez l'aiguille dans le rond noir à côté, qui n'est pas l'ovocyte, mais qui est juste un vaisseau, l'issue peut être dramatique. Donc, déjà, première chose. Il y a aussi, il faut surproduire. Alors, ça, c'est la première chose, il y a le danger. La deuxième chose, comme il y a danger, on ne va pas, nous qui ponctionnons, se déplacer juste pour récupérer un follicule. Donc, on va stimuler, voire hyper-stimuler. Alors, la façon dont ça fonctionne, on freine et puis après on accélère. C'est un petit peu pour s'il y a des motards parmi vous, vous êtes en haut de la côte et puis vous passez la première, la deuxième, la troisième, vous lâchez le frein et hop, vous faites la descente et à ce moment-là, donc on rentre dans le risque. Donc, on va prélever des ovocytes. En France, le don d'ovocytes est compliqué, c'est-à-dire qu'on a recours aux femmes qu'on a en aide médicale à la procréation et lorsqu'il y a des ovocytes surnuméraires, on leur propose de donner au-delà de 5.
La question est simple. Oui, mais si la fécondation qu'on va faire aujourd'hui avec le sperme de mon conjoint ne fonctionne pas, les ovocytes que j'ai donnés à quelqu'un d'autre, je les ai perdus. Et là aussi, on est entre je fais quelque chose pour moi-même, bénéfice individuel, je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, bénéfice général. Et comme on est dans l'anonyme et gratuit, je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de donner pour quelqu'un en particulier. En France, c'est interdit. Comme tout ceci est gratuit, il n'y a pas de rémunération, le danger existe réellement, et c'est pour ça qu'il y a une asymétrie entre le peu d'ovocytes qu'on peut avoir en France, qu'on va réserver aux ménopauses précoces, une femmes qui ont plus de règles, qui sont ménopausées à 35 ans, ou au syndrome de Turner, qui sont des femmes qui, à la place des ovaires, ont des petites ficelles dans lesquelles il n'y a pas d'ovocytes. Alors que dans d'autres pays, le don est rémunéré, ou alors on ne va pas dire rémunéré, on va dire indemnisé, si on a, histoire d'avoir un langage politiquement correct. Donc tout ceci est à l'heure actuelle en discussion. Vous savez qu'on est dans les révisions de la loi de bioéthique, donc là on est en train de s'écharper entre nous, de se faire écharper par un certain nombre de lobbies religieux ou autres. On s'en prend en permanence. On essaye d'arriver à faire ce qui va être à peu près le moins pire. Donc pour revenir à votre question, la difficulté en termes de dons d'ovocytes est qu'on va prendre des ovocytes à une femme qui est dans un parcours d'aide médicale à la procréation et elle ne va pas avoir envie d'en donner d'autres. C'est exactement la même chose que lorsqu'on va avoir des embryons surnuméraires. Là, je dérape, je vais un petit peu plus loin. Lorsque vous avez fait votre fécondation in vitro, donc vous avez des embryons, vous allez en réimplanter un, éventuellement deux la fois d'après si ça ne marche pas, puis à un moment, vous allez dire « Bon, bah, j'ai fait mes 3 enfants, je vais bien. » Oui, mais là, il m'en reste 4 ou 5 qui sont au congélateur chez Picard. Donc à ce moment-là, est-ce que je vais les garder pour moi? Est-ce que je vais les remettre à adoption? Ce que je disais tout à l'heure dans une autre table ronde, le nombre d'accueils d'embryons l'année dernière, moins de 20. De mémoire, c'est 15 ou 16. Donc vous voyez que les gens se disent, et là on va arriver dans autre chose, alors voilà, j'ai fait un embryon, je suis CSP+, je suis cadre intellectuel, etc. Mais cet embryon que je vais remettre à adoption, à qui va-t-il arriver? Est-ce que par hasard, il va arriver dans la famille Groseille? Souvenez-vous, la vie est un long fleuve tranquille. On rêve tous pour nos enfants qu'ils soient encore mieux que nous, super bien élevés, que ça aille... Alors qu'on n'a pas du tout envie que nos enfants... Et ces embryons, quelque part, les couples qui vont les remettre à adoption ont envie qu'ils soient super bien adoptés par une super famille et super bien élevés. Et on en arrive justement donc à l'indemnisation, la rémunération des dons de sperme, des dons d'ovocytes, des dons d'embryons, et qui est quelque chose qui défraie la chronique pour l'instant et qui est assez... Il n'y a pas de rémunération en France encore. Non, mais on en parle. En tout cas, on en parle beaucoup dans la presse, on en parle beaucoup au niveau éthique. On en parle parce qu'il y a des pays où ça existe, l'Espagne, où on peut presque gagner sa vie à la force du poignet. Oui, justement. Et puis des femmes payent leurs études, oui. Et les étudiantes, puisque aux États-Unis, des femmes payent leurs études. En Espagne, okay. En Espagne, c'est juste en vendant leurs ovocytes. En Espagne, c'est juste quelques centaines de kilomètres de l'autre côté des Pyrénées. C'est aussi simple. Et là, du coup, en fait, moi, ce qui va m'interpeller immédiatement, c'est l'injustice de classe que ça représente. C'est-à-dire que la personne qui vend ses ovocytes pour pouvoir payer ses études, c'est pas la personne qui se trouve dans une situation financière stable et confortable. Donc, du coup, la monétisation du corps va, par voie de conséquence, en tout cas si on extrapole ce qu'on est en train de dire et ce qu'on constate, par voie de conséquence, ceux qui vont monétiser des parties de leur corps, ceux qui vont monétiser leurs ovocytes, leurs spermatozoïdes, leurs organes, des bouts de foie, des lobes de foie, tant qu'à faire, ça ne va pas être les classes les plus aisées de la société. Et ça, moi, je sais bien que ce n'est pas un problème éthique, ce n'est pas un problème biologique, c'est un problème, je trouve, social. Ça peut avoir des conséquences en cascade également, parce que si on va jusqu'à la gestation pour autrui, imaginons que demain, donc, du coup, la gestation pour autrui soit rémunérée. Là encore, par voie de conséquence, globalement, ce ne sera pas les classes les plus aisées qui vont louer leur corps pour porter les enfants des autres, ce sera plutôt l'inverse.
Et donc les écarts vont se creuser par le simple phénomène que les femmes ayant des carrières, étant dans des classes élevées, pourront préserver leur carrière en faisant porter leurs enfants par des femmes de classe inférieure. Donc du coup, moi, c'est au niveau sociétal que ça va m'interroger, ce genre de système. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de réponse, je n'ai même pas d'avis sur la question, parce que ce n'est pas à moi de décider, mais par contre, ça m'interroge. Je trouve que voilà, il y a des choses qu'il faut considérer dans ce domaine-là. C'est déjà ce qui se fait en Inde quand vous lisez ce que vous avez fait, le Mahabharata. À partir du moment où vous êtes dans une classe inférieure, et ce n'est pas une option, vous devez de rendre service dans la classe supérieure. La classe supérieure, c'est les brahmanes, qui en Inde tient toutes les cliniques d'aide médicale à la procréation. Si vous avez déjà vu comment ça se passe, dans une pièce qui fait, allons-y, l'estrade sur laquelle on est, il va y avoir 7 femmes qui vont être enceintes, qui vont être juste élevées, parquées, et qui, pendant un an, vont gagner l'équivalent de nombreux mois de salaire juste pour mettre au monde un enfant. Ça, c'est ce qui se passe en Inde. On est dans la servante écarlate, en fait. Exactement. Sauf qu'elle n'est pas rémunérée. Hein. Exactement. Non, voilà, donc c'est ça, il faut juste effectivement le savoir. Et quand vous discutez avec ce qui a été mon cas il y a quelques années avec le président du comité d'éthique d'Inde, il m'a dit, mais on a le Mahabharata et c'est quelque chose de compliqué, de la classe des intouchables jusqu'à la classe des brahmanes. À chaque fois, on se doit de rendre service et ce n'est pas une option à la classe supérieure. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans une certaine science-fiction, où on trouve des castes de guerriers, des castes essentiellement des castes de guerriers, qui ont à disposition des femmes qui ne sont là que pour leur plaisir et pour la procréation. Voulez-vous ajouter quelque chose, monsieur Scalzi? John? What a great way to segue into that. Well, no, I mean, I think the point is well made that when you have that the people in the United States, for example, surrogacy is something where, generally speaking, the women who are doing it are usually of a lower economic class than the ones who are not. Very recently, I believe it was Jimmy Kimmel and his wife recently welcomed a new child via surrogate, and then all of a sudden, here was a baby. And that was great for them, and there's no question of that they are the parents, but the gestation, the consequences of gestation, of being pregnant, these are not small issues, and so the real question becomes, do we want to live in a world where, in fact, lower economic class of people really is on a day-to-day basis literally selling their body and literally selling the time of their body to the upper economic classes. And sometimes, and again, sometimes it is, sometimes that is even in an economic situation. It's a gift. I have a friend who was given an egg by another friend simply because the first woman could not, her eggs were not working, and the other woman was like, I've got tons, go ahead and take them. And in that sort of sense, it's a gift, and that was great. But in science fiction, we do postulate, the consequences of these sorts of separations of class, the separation of basically humanity out of the transaction. And most of the time those are done in dystopic conditions. Obviously, The Handmaid's Tale is one of the ways that happens. But it happens in many other ways as well. Anytime you want to show in science fiction the vast gap between between classes, you essentially show people being rented or people having to serve without compensation. It's gone everywhere from the very first was it Chapek who coined the word robot
which was actually less about metal bodies and more almost like zombies, to things like YA and the folks in the Hunger Games, where in fact the children were having to be offered up, and that was definitely an economic choice or economic punishment. Using bodies. So absolutely, it is something that we address in science fiction all the time, usually, thankfully, as a cautionary tale, but certainly not a subject that we shy away from. Merci beaucoup. Il nous reste un peu plus de 10 minutes pour vous donner la parole et vous permettre de poser vos questions. Est-ce qu'il y a une personne avec un micro? Voilà, elle arrive. Bonjour. J'ai eu l'impression pendant toute cette conférence que vous ne parliez pas, en fait. Comment dire? Vous partez du principe que... Alors, je suis fatiguée du coup. En fait, vous parlez de certaines tâches qui vous sembleraient problématiques quand on loue son corps, prête son corps, là où en fait les problèmes de classe sociale, par exemple, les problèmes de travail des différentes classes sociales sont déjà présents. Aujourd'hui, les classes qui mettent leur corps à l'épreuve à travers du travail sont les classes opprimées. C'est déjà le cas. Pourquoi poser cette question sur des pratiques spécifiques qui aujourd'hui sont avant tout des questions de morale? Pourquoi la poser sur des problèmes d'un point de vue politique de classe, là où c'est déjà le cas? Juste pour prendre la question, vous parliez de la GPA, comme quoi si elle existe en France et qu'elle est monétarisée, ça va être les femmes aisées qui vont pouvoir poursuivre leur carrière et demander à des femmes des classes populaires de faire le travail à leur place. Mais c'est déjà le cas. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, ce sont les femmes blanches des classes aisées ont pu profiter des acquis du féminisme sur le dos des femmes issues de l'immigration pour qu'elles puissent faire leurs tâches domestiques à leur place, élever leurs enfants, faire leur lessive, faire leur ménage. On est déjà dans cette problématique. La question n'est pas tant la question du corps, qui est mise en jeu dans plein de contextes, et le corps des personnes opprimées est de fait déjà abîmé par la société. C'est pas tant cette question du corps que de la question des classes sociales et des inégalités. Oui, je suis d'accord, mais néanmoins, c'était le sujet de la table ronde. Justement, le fait de ne pas parler de la force de travail, de vendre et de louer ceci, on voulait parler d'autre chose dans le cadre de cette table ronde. Mais on est d'accord, hein? La traduction avec 5 secondes de retard, c'est exceptionnel. D'autres questions? Bonjour, moi je voudrais poser une question à Monsieur Harvey. Vous nous avez expliqué que pour les essais médicamenteux, si les femmes n'étaient pas incluses dans ces essais, c'était finalement une mesure de protection, protection de leur capital ovarien, protection si elles sont enceintes. Mais je ne comprends pas bien cette explication, notamment pour les maladies cardiovasculaires. On sait que la mortalité cardiovasculaire, elle est équivalente chez les hommes et chez les femmes. C'est 7 fois plus que le cancer du sein, par exemple, chez la femme. Et pourtant, 80% des patients inclus dans des protocoles pour l'infarctus du myocarde sont des hommes. Oui. Or, l'infarctus du myocarde, c'est plus de 50 ans, c'est pas des femmes enceintes, c'est pas des femmes avec un capital ovarien. Donc cette explication ne tient pas. Est-ce que vous en avez une autre? Alors oui, non, mais là, ça tout dépend de quelles molécules. Lorsque vous allez utiliser des molécules pour des chimiothérapies, etc., on n'est pas du tout dans la même chose. Vous avez les chances d'avoir une protection vasculaire par vos estrogènes naturels en termes de cardiovasculaire à partir du moment où vous ne fumez pas et vous faites quand même un petit peu attention à votre mode de vie. Donc là, pour les médicaments en termes de cardiovasculaire, oui, ils sont plus utilisés chez les hommes en termes d'études, mais ils sont complètement employés chez les femmes. Il va falloir peut-être qu'à un moment, on parle des méfaits du tabac. Enfin, on n'est pas là-dessus aujourd'hui. Mais dans les essais thérapeutiques, habituellement, lorsque vous regardez, c'est sur l'humain majeur. Donc c'est notre faute. C'est entièrement notre faute. Non, si nous ne prenons pas suffisamment soin de nos corps pendant notre vie, à partir du moment où nous arrivons à la ménopause, nous n'avons plus d'oestrogènes naturels.
c'est de notre faute si nous avons une crise cardiaque et que notre physiologie réagit différemment de celle des hommes. Non, c'est pas de votre faute, c'est un fait. C'est-à-dire que nous, on n'a pas la chance d'avoir vos estrogènes protecteurs. Donc nous, on a des infarctus et après, une fois qu'on arrive à la cinquantaine, l'âge moyen de la ménopause étant 52-53 ans, vous avez la chance de nous rattraper. Et donc à ce moment-là, on fait main dans la main, cavalier ensemble. Et à côté de ça, l'hygiène de vie, c'est pas le but de la table ronde. La cigarette, c'est quelque chose qui est très bien. La vaporette, c'est quelque chose qui va pas être bien aussi. Mais on n'est pas là pour ça. Les essais thérapeutiques sont faits sur des gens qui sont un peu plus jeunes. Voilà, c'est comme ça. Mais je ne suis pas de l'industrie pharmaceutique. J'ai comme ma camarade au bout de participer quand j'étais étudiant en médecine, même chose, en sachant ce qu'on me faisait boire, et après vous êtes avec votre flacon d'urine en train de vous demander qu'est-ce qu'ils vont tester dedans. Bon, effectivement, c'était pas des neuroleptiques, c'était des antalgiques. Bon, super. Quelques années plus tard, si je suis là, je ne sais pas si c'est dû à ça, mais c'est pas une arabesque pour ne pas répondre à votre question, mais comme habituellement les essais se font sur des gens en âge de procréer, c'est plutôt on est dans la tranche 18-45 ans. Il y a peu d'essais qui vont se faire chez les personnes d'âge dites mûr. Mais à voir avec l'industrie pharmaceutique, ce que je ne suis pas, je le répète. C'est hors mon domaine de compétences. Donc je ne peux pas répondre clairement à votre question. Y aurait-il une dernière question? Ou même une avant-dernière, s'il y a deux questions courtes. Il y a quelqu'un qui doit prendre son train. Oui, c'est moi qui dois prendre mon train. C'est pour ça que je regarde le truc 23. Merci. Bonjour, moi je voulais poser une question parce qu'on parle de prêter, vendre son corps et on parle aussi d'inégalité homme-femme. Et sauf que du coup c'est pas du tout, enfin pour moi peut-être que c'est un peu ma faute, mais c'est pas du tout clair. Vu que c'est prêter son corps, est-ce qu'on parle d'inégalité de sexe ou d'inégalité de genre? Parce que du coup c'est pas du tout la même chose. Et est-ce que quand justement on subit une inégalité parce qu'on vend son corps, un homme transgenre peut très bien vendre son utérus? Est-ce que justement il va subir l'inégalité ou comment est-ce qu'on se situe dans cette catégorie que... Alors comme du coup il y a une dichotomie, en tout cas, enfin voilà, il y a une dichotomie entre l'identité de genre et les organes de la personne, puisque voilà, enfin voilà, il y a une dichotomie. Moi, quand je parle des inégalités, ou en tout cas sur les tests pharmaceutiques, ou le fait de, ça va plutôt être une inégalité physiologique à la limite, puisque effectivement elle existe, celle-ci, hein, elle est documentée. À chaque fois qu'on étudie la reproduction sexuée au collège, on voit bien que ne serait-ce qu'au niveau hormonal, il y a une inégalité qui existe, et les personnes trans le savent. Tout à fait. Cette inégalité, elle est là. En fait, comme l'inégalité est sociétale, les personnes trans vont être touchées, dès qu'elles vont manifester leur identité de genre à l'extérieur, par une réaction de la société. Et effectivement, une personne trans qui vendrait son utérus serait touchée à double impact, puisque la GPA déjà est impactante au niveau du regard sociétal. Et en plus, c'est une personne trans. Donc, c'est l'aspect sociétal plus que l'identité de genre ou l'identité ou les organes de la personne qui vont rentrer en ligne de compte. Le problème, c'est la société. C'est pas les organes ni ce qu'on en fait. Mais votre remarque est très bien, car à l'heure actuelle, lorsqu'on en est dans l'intervention finale qui est l'hystérectomie, on est dans des essais à l'heure actuelle de se dire est-ce qu'il y a une compatibilité potentielle de manière à greffer cet utérus qu'on enlève à une femme qui n'a pas d'utérus parce qu'elle est naissante. Donc il y a des projets qui sont en cours, en particulier à l'hôpital Foch à Paris, puisque c'est un des lieux où on opère. Mais on n'en est que dans un projet, puisqu'après il y a l'histoire de rejet de greffe, c'est très compliqué. Il y a une dernière question à droite avec la dame qui est en bleu qui agite le bras. Je sais pas, il y en a.
Oui, alors ça tombe bien que vous en parliez justement. J'ai vérifié tout à l'heure quand vous avez parlé des projets de greffe d'utérus. J'ai vérifié, il y en a plusieurs tests, effectivement. Il y en a certains qui se sont mal terminés, mais il y a eu au moins 2 grossesses qui se sont terminées après une greffe d'utérus. Alors, l'utérus n'est pas resté en place après, il était là pour la grossesse, mais c'est déjà fait. Ce n'est pas que un projet. Non, mais je parle bien sûr, il y a deux centres en France, un à Limoges et un à Paris, qui travaillent dessus. Et c'est une équipe suédoise qui a obtenu les premiers résultats, effectivement. Mais là, on était dans la greffe de l'utérus d'une mère à sa fille qui n'avait pas d'utérus. Donc en termes de compatibilité immunologique, on était bien. Là, je vous parle d'un don qui va se faire. Donc on est en train d'étudier ces choses-là. Bien sûr, on est encore dans le domaine de la recherche. C'est pas parce qu'il y a 3 ou 4 grossesses, on est même un peu moins de 10 maintenant. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué comme greffe. Eh bien, merci à tous. Merci à vous d'être venus nous écouter. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. I've been admiring your socks.